Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois Awa Kamara, chef d'entreprise, autrice et femme engagée. Et profondément inspirante aussi pour ceux qui la connaissent et ceux qui vont la découvrir. Je vous invite vraiment à découvrir ce personnage. Awa, c'est une énergie, une présence, une femme passionnée, créative, toujours en mouvement. Elle a pu publier plusieurs ouvrages, dont son tout premier, Le Tiroir à bonheur, un récit sensible et lumineux. Et je vous laisse bien évidemment le découvrir. Et on se rencontre aujourd'hui autour de son nouveau projet Faut que je te raconte, un livre né de sa conférence Gesticuler, où elle mêle récit personnel, engagement et transmission. Dans cette vidéo, je vous mets en lumière son parcours et ses œuvres. N'hésitez pas, si la vidéo vous marque, à liker, commenter et partager. Et surtout, bon visionnage et bonne écoute pour ceux qui vont écouter sur Spotify. À bientôt pour le prochain épisode. Bonjour, Francia. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ah là là là, ça fait plaisir. Écoute, déjà j'ai envie de te dire, je vais te gonfler un peu, mais j'aime bien démarrer comme ça. Ah oui, Je prends mon micro parce que c'est plus pratique. Je trouve que je suis émue, mais bon, tu verras que je suis émue tout le temps. Je suis très sensible, donc moi, dès que je pense un mot beaucoup trop fort, j'ai l'impression que mon corps part. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Je suis une passionnée, c'est-à-dire que je fais les choses au bout. Quand même, quand je dis quelque chose, je le vis. je vois ça. C'est vrai. Une femme brillante, vraiment. Je commençais par là. Ouais. Parce que, tu vois, on rencontre beaucoup de gens au quotidien, c'est qui brassent du vent, j'ai envie de dire. Mais il y a des femmes qui font. Et j'ai envie de te qualifier de celle-là. Des femmes qui font, qui réalisent. Et bravo. Bravo pour ton parcours. Tu vois, j'ai des larmes alors que c'est toi que je suis en train de valoriser. Mais bon, je pense qu'ils ont l'habitude de me dire que je fais. Bravo parce que déjà, tu vois, par rapport à nos combats, on en parle, noir, machin. Parce que ça, déjà, je trouve que faire ce que tu fais, c'est quelque part aussi donner l'exemple à des petites filles. Et je parle de filles parce qu'on est des femmes, forcément, mais ça peut aussi influencer les hommes. Hein, j'ai aucun problème, évidemment, je les aime, même nos petits garçons aussi. Mais je vais te le dire, bravo. Bravo parce que, tu vois, par exemple, c'est fou que quand j'ai accouché j'ai accouché ma fille, j'ai pas eu de place en crèche, tu vois. Et je m'étais dit, putain, je vais prendre une crèche, moi, machin. Quand j'ai vu toute l'administratif qu'il fallait, tout le truc, et quand je lisais, ah ouais, elle a monté une crèche, je dis, wow, bravo! Je me suis dit, mais ça, un mastodonte, cette femme. Bravo. Après, j'étais pas toute seule, et puis c'est surtout... Oui, mais merde. Tu vois, j'ai envie de le saluer parce que je sais que c'est des choses qui sont difficiles. Moi, ça fait longtemps que je suis en entrepreneuriat. Je sais que l'administratif nous valorise pas en France, même si derrière on fait des choses, mais en fait, ça peut être une barrière pour beaucoup de gens. C'est sûr. Tu vois, et rien que passer cette barrière-là, bah, ça montre déjà toute la détermination que t'as, tu vois, que t'es porté par un projet. Et en plus de ça, mettre en avant l'handicap, ça c'est encore plus parce que moi, j'ai toujours détesté ce mot-là. Je déteste ce mot. Pour moi, effectivement, il faut mettre un nom parce que, bah, pour moi, bon, il manque peut-être plus de capacité que d'autres, que nous. Enfin, j'en sais rien, mais je trouve ça très réducteur à chaque fois que je dis. Mais bon, c'est comme ça, on a donné ce mot-là, mais bravo. Parce qu'il y a des gens qui osent pas affronter. Ils osent pas affronter ça. Il y a des gens qui baissent les bras. Après, c'est pas un jugement. Mais, moi, j'aime rencontrer des femmes comme toi parce que on n'a pas de médias pour nous présenter. On n'a pas de médias pour nous glorifier. On n'a pas de médias pour nous jeter des fleurs. Et je suis en train de dire ça, je le pense vraiment. Tu vois. On reçoit des Audrey Pulvar, des machins, elles nous font des choses, hein. Mais il y a aussi des Awa qui font au quotidien, mais qu'on voit pas. Et je suis sûre que bah beaucoup de filles ressemblent plus à Awa qu'à Prince. Tu vois. Moi, chacun nos parcours, et c'est vrai que c'est oui, important. Mais non, si tu veux, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est-à-dire que demain, quand on va faire une étude, sur 80 filles, on aura peut-être 2 ou 3, en plus si je cible les afros, qui vont aller jusqu'à là-bas, qui vont aller jusqu'au ministère, qui vont, tu vois, parce que on sait que c'est compliqué, c'est des chemins qui sont pas faciles. Par contre, des femmes qui vont entreprendre, on aura. Des femmes qui vont faire des choses, on aura. Et elles n'auront pas forcément de représentativité. Et le fait d'avoir, il y a une Awa, il y a une Princesse, il y a une machin, tanani, et ben ça permet en fait de dire, j'ai un chemin qui est ouvert. D'avoir des modèles. Exactement. Et c'est comme les poupées blanches, hein, on a toutes vécu. On avait toutes des poupées blanches, mais on n'était pas blanches. Hein.
Mais un jour, quelqu'un a créé la poupée noire. Et là, on s'est dit, quelqu'un qui nous ressemble, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je voulais dire, bravo. Écoute, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Et encore merci d'être là. Bon, merci en tout cas pour tous ces compliments que je te renvoie parce que je trouve que c'est important de pouvoir échanger sur nos parcours et se dire qu'on n'est pas seul dans les choses qu'on veut entreprendre. C'est ça. Donc moi je m'appelle Awa, j'ai 46 ans. Je suis originaire de Yvelines, j'ai toujours grandi dans les Yvelines. Le meilleur département. Et là, je suis maman de 3 enfants qui ont maintenant 20 ans, 17 ans et 13 ans pour mon petit dernier. Waouh. Voilà, sur un plan professionnel, je fais plusieurs projets, je suis multi-projets, pas forcément seul, mais qui vont toucher aussi bien la levée frein au mode de garde que l'accompagnement des proches aidants, que là récemment une maison d'édition qu'on a créée dans le cadre d'une association qui s'appelle Second Souffle et qui accompagne les parents aidants. Tu vas nous en parler. Je navigue dans différents milieux, mais voilà, l'idée c'est d'accompagner les personnes dites vulnérables. Je te disais, en tout cas bravo pour ça, et je voulais commencer par une première question. Qu'est-ce qui t'anime? Tu fais plein de choses en même temps. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour faire tout ça? Alors, je pense que je suis née avec cette énergie, il me semble. Bah écoute, bravo, parce que c'est pas tout le monde. Dans une famille nombreuse, il y avait déjà de l'ambiance. Et puis j'ai eu une maman qui était quand même assez créative et qu'on a vu à chaque fois aussi rebondir, trouver des solutions, créer aussi ses propres projets. Je pense qu'il y a un peu d'inspiration de ma maman. Et puis après, par la force des choses, la vie a fait que j'ai eu mon fils cadet, Yanis, qui dès la naissance a rencontré d'importants problèmes de santé. Il a eu une épilepsie sévère qui a laissé un polyhandicap assez important. Et du coup, c'est vrai que suite à sa naissance, il a fallu vraiment aller chercher une énergie au fond de moi, sûrement pour pouvoir rebondir et faire en sorte de transformer un petit peu ce qui venait de nous arriver en une force, un peu, et rebondir. Écoute, ça aussi c'est quelque chose qui m'a touchée parce que c'est vrai que on se rend jamais compte de la vie comme ça avec un enfant qui débarque. Déjà un enfant qui débarque on va dire en pleine santé, c'est déjà un tsunami. Combien même un enfant qui débarque avec une maladie. À ce moment-là, c'était pas prévu, mais je peux quand même te poser la question. À ce moment-là, comment tu réagis quand tu vois que ton enfant est handicapé? Enfin, qu'est-ce qui se passe en toi sur le moment? Après, oui, c'est un tsunami parce que oui, tu t'attends à ce que après une grossesse, les choses se passent le plus posé possible. J'avais déjà eu un premier garçon, Liam, qui a marché à 9 mois, qui a parlé très vite, qui était en très bonne santé. Donc du coup, le fait d'avoir Yannis, je ne m'attendais pas à ce que, même si on entend des enfants qui ont des difficultés, des situations de handicap ou des maladies chroniques, on se dit que ça ne va pas être notre cas. Et quand c'est le cas, il faut déjà accuser le coup, puis essayer de faire confiance au niveau médical. Nous, on n'a pas eu de diagnostic, à part son épilepsie sévère, il n'y avait pas de mots donnés sur ce qu'il avait. Et petit à petit, on a découvert l'ampleur du handicap. Et là, ça a été des questionnements, un peu de culpabilité parfois, et puis surtout après de l'action, de trouver les bons spécialistes, les bonnes structures qui nous aident nous en tant que parents et qui l'aident lui en tant qu'enfant. Écoute, en tout cas, c'est vrai que c'est pas un parcours facile, mais après moi je dis toujours, c'est des anges. Des fois ils viennent aussi pour me réveiller un tout petit peu, tu vois, parce que ça permet de ralentir, de se poser. Des fois, j'ai pas vécu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. Pour prendre un peu, je m'intéressais aux enfants très ennuis. Quand j'étais petite, je me posais toujours la question, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi machin. Les enfants qui parlaient pas, je me suis un jour, j'en parlais dans un autre podcast, je regarde un enfant, je me dis, mais je suis sûre qu'il communique, quoi. Mais c'est juste une autre façon de communiquer, tu vois. J'étais là en train d'essayer de me dire, mais pourquoi, tu vois. Mais en même temps, je me dis, mais justement, ça nous apprend aussi que la vie, on ne doit pas être tous pareils, tu vois. Et c'est aussi une forme de tolérance, d'apprendre aussi à tolérer l'autre, tu vois. On n'est pas pareil, et des fois, en tout cas, moi, c'est un peu ma petite résolution de me dire, ces enfants-là, ou ces personnes, on va dire, un peu plus différentes de nous, elles nous apprennent aussi,
il faut nous aimer, en fait, tout simplement. Différemment, mais nous aimer. Après, c'est vrai que Yanis fait partie des enfants polyhandicapés, donc c'est un handicap lourd et qui est finalement rare. Mais je me rappelle que plus de 80% des handicaps sont invisibles. Hein. Donc finalement, c'est quand même notre quotidien de côtoyer des enfants qui ont trouvé de l'apprentissage, des personnes qui ont peut-être un accident de la route, une maladie chronique. Je crois que des fois, on a l'impression que c'est loin, mais c'est très proche de nous tous, parce que finalement, le handicap fait partie aussi de notre condition humaine. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Mais voilà, une situation comme Yanis est un peu plus exceptionnelle dans le sens où la lourdeur du handicap fait qu'on ne croise pas forcément tout le temps des enfants avec une déficience mentale et moteur forte. Mais finalement, beaucoup de personnes sont concernées de près ou de loin par le handicap d'un proche. Ah ben, je suis d'accord. Et puis quand... même quand j'étais au collège, on courait, pourquoi déjà le cross pour les maladies, la mucoviscidose, des machins. En fait, c'est là où tu prends conscience que, même en étant jeune, que tu as d'autres enfants qui portent des handicaps lourds. Et je me rappelle, il y avait vraiment des journées de sensibilisation. Et c'est à partir de là que je te disais que je me posais toujours des questions plus âgées que mon âge. Je me disais, mais pourquoi ils sont différents? Pourquoi Tanani? Et effectivement, il y a une grosse partie d'un handicap qu'on voit pas. Mais il y a aussi quand on voit, ça peut c'est pas que ça te choque, mais ça te questionne beaucoup sur le moment. Ça te questionne, et puis moi, en tout cas, ça me ramène aussi à l'humilité de la vie. Enfin, on paraît solide, entre guillemets, nous les normaux, mais en vrai, on a la même fragilité. Demain, on tombe, tu vois, on a la même fragilité, sauf que des fois, c'est plus visible chez l'autre, mais demain, t'as une rupture d'anévrisme, tu parles plus, t'as un AVC, tu perds la vue. Enfin, tout est fragile, finalement. La vie, elle nous ramène à ça. Écoute, en tout cas, c'était une petite question qui m'est venue comme ça. Je voulais qu'on revienne déjà sur ton parcours d'autrice. Je sais pas si on dit autrice, moi je vais continuer à dire auteur. Pardonnez-moi, mais moi c'est toujours auteur, auteur E. Mais ouais, je voulais savoir un peu quel est ton rapport à l'écriture. Comment t'as commencé à écrire? Écoute, je pense que j'ai toujours écrit, dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'aimais raconter des histoires, écouter des histoires, j'aimais même me mentir, raconter des gros et sur ton père, donc ça faisait déjà partie de moi en termes d'imagination. J'aimais beaucoup faire des rédactions quand j'étais au collège aussi. Mais par contre, après, dans mon parcours professionnel, je suis devenue assistante sociale. Et dans ce cadre-là, j'ai dû faire des rapports sociaux, par exemple, des choses comme ça. Et c'est quand j'ai entamé des démarches pour faire un bilan de compétences où j'ai ressenti que j'avais envie et besoin d'écrire, où là j'ai eu comme un peu ce syndrome de l'imposteur qui fait partie de moi, où je me suis dit mais je suis pas légitime, je ne sais pas écrire. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à coucher les premières lignes du Tiroir à bonheur, qui est devenu un livre après, où je me suis rendu compte que déjà j'aimais ça. Il y avait une fluidité dans ce que j'avais envie de dire, dans les interviews que j'ai fait, etc. Et la personne qui m'a accompagné à l'époque m'a un peu conforté en me disant mais t'es doué. Non, rien que le fait d'écrire depuis longtemps par rapport à mon boulot, etc., fait que j'étais déjà dans cet exercice d'écriture. Et en parallèle, j'ai aussi participé à des ateliers d'écriture dans la ville où je vivais. Les ateliers étaient mis en place, donc du coup on faisait des petits exercices, écrire en 5 minutes, enfin voilà, il y avait pas mal de petits exercices qui m'a aussi conforté dans mon envie d'écrire. Voilà, je pense que et puis ici le complexe que j'avais, c'est que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, et pour moi être auteur ou écrire en faisant des fautes d'orthographe, c'était aussi un frein. Et je me suis rendu compte que déjà on peut se relire, il y a des personnes qui peuvent nous relire, sont là aussi pour nous relire, et que c'était pas un frein à ce point-là. Mais voilà, je crois que tout ça faisait que j'avais du mal à me projeter dans ce terme de auteur. Je vois. Effectivement, mais tu vois, moi par exemple, j'ai toujours aimé écrire, mais par contre, quand c'est dans le cadre pro, alors là, j'ai pas du tout envie d'écrire, quoi. Tu vois, alors, je suis bien contente que l'IA me rédige, l'IA me rédige mes comptes rendus une partie. Mais juste pour te dire que vraiment, écrire, par exemple, sur une histoire, sur autre chose, j'ai l'impression que je canalise, enfin, tu vois, que ça part tout seul, mais dans le boulot, rédiger un appel d'offres, c'est un enfer, et pour autant, ton boulot. Pourtant, j'adore écrire. Donc, tu vois, c'est bien que. Il y a plusieurs moyens d'écrire et plusieurs thématiques. Et c'est vrai que des fois c'est transversal, des fois pas du tout. Mais c'est toujours écrire en tant qu'auteur ou écrire, je sais pas, sur des réseaux sociaux. Pour certains d'entre nous, moi par exemple, les réseaux sociaux c'est compliqué, mais écrire une réponse à un appel à projet, ou écrire une histoire, tout ça, voilà, c'est pas rédhibitoire me concernant.
Ouais, mais écoute, tu vois, comme quoi. Et puis, des fois, on est passionné aussi par le sujet. Oui. Ouais, selon le Ça sujet. Ouais, oui. Tu vois, moi, pendant le Covid, j'ai écrit un livre. Mais je te l'enverrai, comme ça, tu le liras. Mais tu vois, c'est sorti tout seul. J'étais là, bon, après, on se faisait un peu chier tous parce qu'on avait eu du temps. Et j'ai écrit. Je me suis dit, mais waouh! Mais, comme je disais, j'ai jamais eu envie de le partager, de le diffuser. C'était juste pour moi. Mais des fois, là, je relis certaines choses, notamment les poésies. Enfin bref, je me dis, bon, un jour, peut-être faudrait que je saute le pas. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Bon. Après, l'écriture, des fois, enfin, moi, quand j'ai écrit le livre, le premier, en tout cas, c'était, je pense, un exercice déjà pour moi. Il y avait quelque chose, une volonté, une urgence à déposer des choses. Puis après, il y avait plus eu quelque chose de l'ordre de la transmission. Parce que c'est devenu très vite une pièce de théâtre aussi, parce qu'on voulait vraiment sensibiliser à ce que vivaient les parents aidants. Et c'est vrai que l'urgence du départ, c'était un moment de poser quelque chose de mon histoire. Et ça m'a fait du bien déjà d'écrire pour moi. J'ai vécu des sensations, des émotions, ce parcours-là, il s'est ancré un peu. Et puis après est venue la phase vraiment de qu'est-ce qu'on en fait et de transmission. Et justement, aujourd'hui, je reviens sur le livre. Bon, on l'a pas aujourd'hui, désolé. Bon, on vous le remettra, bien sûr, on mettra tous les liens pour pouvoir le retrouver. Mais je voudrais revenir sur le livre. Tu parles de toi, du parcours notamment de ta mère, que d'ailleurs, si je l'avais, je lui dirais bravo, parce que franchement, c'est pas évident d'avoir fait tout ça. Mais si je fais un peu l'avocat du diable, c'est volontaire, je me dirais, est-ce que c'est une volonté comment dire ça, pas de se plaindre, mais de mettre en avant peut-être une histoire, parce que c'est vrai que l'histoire est quand même dure, et il y a la pauvreté de ta mère qui est en même temps une warrior, mais en même temps qui arrive en France et qui est complètement déchue de plein de choses. Est-ce que c'est une volonté de pouvoir le mettre en avant? Est-ce que c'est une volonté de pouvoir mettre en avant cette situation que beaucoup d'entre nous, quand j'ai nous, enfin c'est nos parents qui sont arrivés, ont vécu, où tu avais vraiment besoin d'exorciser ça pour mettre. Enfin, quelle était ta motivation première? Ça, en fait, la question. Pour répondre à ta question, du coup, on parle de mon second livre qui s'appelle Faut que je vous raconte, des liens internationaux au pouvoir collectif, qui est en fait un livre qui est né à la suite de ma conférence gesticulée. Alors, la conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire qui met en fait en lien des savoirs chauds et des savoirs froids. C'est un tressage de savoirs chauds et de savoirs froids. Les savoirs chauds étant ce qui nous arrive, notre récit de vie, ce qui nous anime, on va dire, et les savoirs froids vont être des éléments un peu plus théoriques qu'on va trouver dans des podcasts, dans des livres, dans la sociologie, l'anthropologie ou d'autres sciences humaines. Et c'est ça qui va un peu mettre du relief à notre histoire personnelle. C'est vraiment mettre la petite histoire et la grande histoire sur un même pied d'égalité pour comprendre un petit peu notre parcours. Donc la volonté d'écrire cette conférence gesticulée d'abord, c'est de comprendre mon parcours à travers celui de ma maman et un peu de ma grand-mère. Il y a une phrase qui dit, un proverbe, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, pour répondre à ta question, moi, la motivation de ce livre, de cette conférence gesticulée puis de ce livre, c'est vraiment de revenir sur ce parcours pour comprendre pourquoi j'ai fait des choix, que ça soit dans ma profession, parce que je suis devenue assistante sociale à un moment dans mon parcours professionnel, et aussi de comprendre ce qui s'est déclenché comme mécanisme à chaque fois que j'ai eu des difficultés dans ma vie, dont la naissance de mon fils et tout ce qui a suivi après. Donc je pars de vraiment l'arrivée en France de ma maman, qui avait quand même ce rêve de devenir modèle styliste et qui a réussi. Puis voilà, je traverse l'histoire politique depuis Valéry Giscard d'Estaing, puis on parle de Mitterrand, etc. Parce que ma mère et nous-mêmes, nous sommes des enfants qui avons traversé l'histoire. Et dans les choix qu'elle a fait ou dans les difficultés qui nous sont arrivées, c'est intrinsèquement lié à l'histoire. Donc, même si elle est devenue modèle styliste, elle n'a pas échappé à la crise de la fin des années 80, qui a fait que beaucoup que ça soit de domaine, on va dire professionnel, que ça soit l'industrie, que ça soit la sidérurgie, et que ça soit le textile, était un peu en déclin, et ma mère a perdu son emploi à ce moment-là. Donc elle était bénéficiaire du RSA, et c'est parce qu'elle s'est retrouvée dans ces difficultés qu'on a, nous, côtoyé ce qu'on appelle la pauvreté. Et pendant notre enfance, le fait de voir ma mère se battre, mais également trouver des plans B, des plans A, etc., a fait que ça c'est devenu comme un mantra, on va dire, intérieur pour
pour moi, et c'est ce qui a fait plus tard que quand j'ai eu moi-même des difficultés, que j'ai pu rebondir. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de comprendre mon histoire dans cette grande histoire et de comprendre comment toutes ces étapes de la vie vont avoir une répercussion sur la personne que je suis devenue après. Et revenir sur un point important, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Comment s'agencent un peu tes journées? Quelles sont tes cibles? Enfin, je te laisse vraiment carte libre. Tu me présentes qu'est-ce que tu fais, toutes tes activités. Trincia, t'es sûr que tu veux me laisser carte libre sur cette question? Allez, c'est parti. Allez, 2 heures devant vous. Non, écoute, mes activités sont nombreuses mais transversales. En fait, j'ai beaucoup de temps consacré à mon entreprise citoyenne et inclusive de crèche. On a une micro-crèche située à Montigny, qui accompagne des enfants valides, mais également des enfants dont les parents sont inscrits dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et en parallèle de cette crèche, on a un service à la personne qui s'appelle Hors les murs, qui est là pour lever les freins en mode de garde. Des familles dites vulnérables, donc, qui sont primo-arrivants ou réfugiés, mais également qui peuvent être victimes, dont la maman peut être victime de violences conjugales, mais également des personnes qui sont au RSA ou qui font des cours français langue étrangère. Donc vous gardez les enfants. Voilà, on prend en charge les enfants dans plusieurs accueils, et ça peut être aussi à domicile. Et je me mets à la place d'un utilisateur qui pourrait découvrir mon vidéo, qui se dit mais comment je pourrais faire appel dans les modèles classiques. Alors, la crèche qu'on a sur le café du Pas du Lac à Montigny, il y a un site internet et on peut contacter directement. Parfois des listes d'attente, mais on peut contacter directement. Mais le service de garde à domicile ou les places qu'on réserve aussi à la crèche pour les personnes vulnérables, elles sont vraiment en lien avec les partenaires médico-sociaux du territoire. Souvent, c'est des familles qui nous sont orientées par des associations ou par des travailleurs sociaux. Donc, il y a quand même un parcours peut-être à faire avant d'arriver chez eux. C'est ça. Ou des centres d'hébergement aussi. On travaille beaucoup avec des centres d'hébergement. Donc ça, c'est la partie en fait de levée de frein en mode de garde. Puis je suis présidente de l'association Second Souffle qui accompagne des parents aidants. Donc là, on fait des permanences. On peut faire des journées là bientôt dédiées, on espère, pour le dernier trimestre 2026 dédiées aux aidants. Et je voulais juste que tu rappelles en une petite seconde qu'est-ce que concrètement un aidant en France? Un aidant, donc c'est une personne qui va accompagner un proche en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique ou en perte d'autonomie. On connaît souvent les aidants de personnes âgées. En France, il y a à peu près 11 millions d'aidants. Et 11 millions. Oui, 11 millions d'aidants, et encore ça va augmenter, je pense, avec les années. Et un aidant sur 2, on peut le dire, est salarié. Ça veut dire que finalement, les aidants, on en croise souvent, tout à chacun. Et puis on a du mal aussi à s'identifier en tant qu'aidant parfois. Mais justement, si je prends une personne qui ne connaît pas, est-ce que du coup tu as une casquette qui est attribuée par l'État, quand j'ai l'État ça veut dire les administrations d'aidants, et du coup tu bénéficies peut-être d'aide, de la CAF, ou on s'auto-attribue je suis aidant parce que j'ai une maman malade, ou c'est quelque chose qui est encadré. Oui, c'est comme il y a une définition, que ça soit de la charte européenne ou que ça soit aussi au sein de nos institutions, et vraiment demain on tombe, on se casse le pied est réparé et on repart reprendre l'activité. Dans ce cadre-là, la personne qui va vous aider à faire les courses, ça n'est pas forcément aidant. Aidant, c'est quand même un caractère durable, ou en tout cas qui a des conséquences vraiment sur la santé à long terme ou à moyen terme, quand il y a un cancer et après il y a une rémission, mais c'est quand même lié à une maladie chronique, lié à un handicap et lié à une situation de vieillissement. Donc du coup, dans ce cadre-là, souvent ça a des conséquences sur les démarches administratives, sur on va donner des médicaments, on va coordonner des soins. Du coup, forcément, ça va avoir une conséquence sur l'aidant, financier, dans son lien social, etc. Et c'est ça en fait qui alors ça peut aussi apporter de la résilience, de la force, de pas mal d'autres choses qui sont positives, mais l'aidant, vraiment sa condition va faire que ça peut avoir des répercussions sur sa propre vie. Et pour répondre à ta question par rapport après aux aides, tout ça, en fonction de qui on aide comme proche, il peut avoir des aides ou par la CAF ou par les pôles autonomie territoriaux dans les îles, nous c'est ça, donc c'est les maisons départementales du handicap qui vont attribuer un certain nombre d'aides. Mais voilà, c'est tout un cadre. Un parcours, c'est encadré. Oui.
oui. Ok. Oui, c'est vrai que moi, tu vois, dans le cas de mes fonctions, des fois, on entend... tu peux avoir un congé... Proche aidant. Ouais, proche aidant, effectivement, mais ça reste temporaire. Oui. Et en plus de ça, il y a des structures pendant ton congé proche aidant, tu n'as même pas de revenus. En plus, dans certaines structures. S'il y a une allocation proche aidant qui est donnée par la CAF, oui. Il y a des choses qui existent. Oui, en fait, au niveau de la structure, je disais, en fait, effectivement, tu bascules côté CAF, mais tu parles au niveau de l'entreprise qui t'emploie, par exemple. Oui, par alors, exemple. C'est vrai que côté RH, c'est vrai que nous, on peut le donner à quelqu'un un congé, mais effectivement, pendant ta période d'entreprise, tu n'es. Oui, c'est sans solde. Exactement, c'est sans solde, mais pour savoir aussi, et là où tu faisais le complément qui est intéressant, c'est que la CAF peut effectivement te verser, parce qu'en fait, il y a des gens qui hésitent à se poser en congé parce qu'ils se disent, ce que je viens de dire là, c'est que j'aurai pas de salaire. Oui, c'est une réalité. C'est clair que être en congé présence parentale, par exemple, quand on a un enfant qui est en situation de handicap ou qui a une maladie et qui est hospitalisé, on a le droit à un congé présence parentale. Il y a une allocation de la CAF qui peut être là. Le congé proche aidant, c'est du sans solde, mais il y a aussi des allocations qui existent. Par contre, les sommes sont parfois petites pour des personnes qui avaient des revenus plus conséquents. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais oui, à partir du moment où, de toute façon, on arrête un emploi, c'est compliqué. Par contre, au niveau des employeurs, des entreprises, il y a aussi un travail de sensibilisation et de voir comment on peut adapter un emploi du temps, du télétravail. Enfin voilà, il y a tout un... Oui, maintenant ça se fait de plus en plus. Maintenant, ça se fait de plus en plus. C'est vrai que on ne sait pas forcément. Moi, tu vois, j'avais un salarié comme ça à un moment donné qui disait sa mère qui était malade, 92 ans, je crois. Et puis en fait, elle était fatiguée un jour. Je lui dis mais qu'est-ce qui va pas? Et oui, bah bref, elle rentre dans le détail. Je lui dis mais tu peux poser un coin? Il me dit ouais, mais non, mais j'aurais plus du salaire. Et effectivement, moi je savais pas que la CAF pouvait aussi aider, même si ça reste des sommes dérisoires, mais au moins c'est quand même une aide, quoi. C'est pour ça que je pense que ça peut aider aussi des gens qui font. Oui, après c'est bien sûr, c'est du cas par cas. Il y a un site qui s'appelle la boussole aidant qui peut donner un peu des informations un peu générales. Il faut pas hésiter à se rapprocher de ces pôles, de la MDPH. Enfin voilà, il y a des choses qui existent. Après, bien sûr, il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent des temps partiels ou qui arrêtent de bosser, des personnes qui prennent des congés pour aller faire des démarches. Donc, bien sûr, au niveau de la RH et des pros, des personnes qui sont salariées, il y a quand même tout un étayage où les personnes, elles ont besoin pour pas lâcher en fait le boulot. Et quand elles lâchent le boulot, pour X raisons, c'est comment elles sont soutenues aussi par la société et par les aides qui existent, quoi. Ouais, parce que c'est un peu la chaise entre les deux, quoi. Enfin, le cul entre deux chaises, dans le sens où t'as envie de lâcher ton boulot parce que tu veux aider, mais en même temps, si tu lâches ton boulot, t'as aussi une espèce d'isolement social parce que tu vas te centrer que sur la personne qui est malade. Donc, finalement, le boulot, il te permettait d'avoir une espèce de soupape aussi. Et en même temps, t'arrives au boulot, t'es fatigué, quoi. Oui, vraiment, c'est vraiment, les proches aidants, il y a beaucoup de conséquences. C'est pour ça que c'est vraiment c'est de la santé publique, hein. On est tous concernés de près ou de loin. Et c'est vrai que c'est important pour les entreprises, mais également pour la société, pour plein de personnes de prendre à bras le corps ce sujet-là. Et surtout de nos jours, où en fait, t'as des maladies graves qui touchent les jeunes, Et tu vois, ma soeur, elle m'en parlait, juste une petite anecdote, c'est pas une de ses salariés, de membre de son équipe, qui disait, en fait, un jour, elle s'est mise à pleurer en réunion. Et c'est un vrai sujet. En fait, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ma soeur, elle n'aime pas trop gérer ce genre de choses, mais elle dit, en fait, sa maman, effectivement, elle était aidante. Et sa maman, s'était cassé le genou, bref. Et du coup, elle gérait sa mère. Plus le job, plus machin. Et puis, en fait, elle se dit, mais en fait, je suis partagée. Je te demande côté, je peux pas laisser ma mère, c'est ma mère. Mais en même temps, j'en ai marre. Elle dit, clairement, j'en ai marre. Et c'est vrai, quand elle m'a partagé cette histoire-là, je me suis dit, ouais. Ça, c'est un vrai... En fait, l'effet d'être aidant, ça vient aussi toucher à la relation d'aide. Il y a beaucoup de fois où on se dit, je crois que dans le code civil, on parle d'aidant naturel. Comme si c'était quelque chose de naturel, en fait, d'être aidant. Bien sûr, beaucoup d'aidants se disent, je suis la mère de, le fils de, ou c'est ma maman, c'est normal, etc. Mais du coup, on se questionne un peu le fait de la relation d'aide qui peut des fois s'abîmer, qui peut des fois, parce que c'est pas si inné que ça. Surtout dans l'autre sens, quand c'est l'enfant qui accompagne le parent. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'accompagner son conjoint, on va le faire naturellement, etc. Mais ça peut parfois avoir des conséquences
que si demain il y a des gens qui sont intéressés pour te poser des questions, est-ce que toi t'es ouvert quand même pour échanger sur le sujet? Oui, tout à fait. Ah, voilà. Un des objectifs de l'association Mon Souffle, c'est de sensibiliser, mais aussi d'accompagner. On fait des permanences aussi bien téléphoniques que physiques aussi pour ça. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc dans le cadre de Second Souffle, du coup, on sensibilise via une pièce de théâtre qui s'appelle Qui aura bonheur, qui est tirée de mon premier bouquin. Et on a ces permanences, on a du coup ces journées dédiées, ces ateliers, et récemment, depuis le mois de juin, on a monté une maison d'édition associative dans lequel du coup on édite plusieurs livres qui touchent parfois à la santé, aux maladies infectieuses. C'est une collection qui s'appelle Les Microbes, qui est coécrite par Olivia Agostini et Julie Ourté, et qui explique vraiment les microbes aux enfants. On a Papa Chinook, également Le rêve d'Akissi sur l'émancipation des femmes. Et là, récemment, on a 3 ouvrages, un livre sur la monoparentalité, mes parents et moi. Non, putain. Et on a 3 ouvrages, un livre sur la monoparentalité, oh putain, je suis fatigué là. Bon, bref, on a une maison d'édition associative et qui a édité plusieurs ouvrages. Donc, je vous invite vraiment à aller voir notre Second Souffle. Je mettrai du coup les liens. C'est ça. Et tout est édité, faut que je vous raconte là. Et un livre sur la monoparentalité, Mes enfants et moi, qui traite de plusieurs types de monoparentalité. Et à chaque fois des experts qui sont interviewés. Voilà, un livre de cuisine. Voilà. Je suis également associé d'un organisme de formation qui s'appelle le COFA, Coopérer pour une formation accessible, où on fait des formations pour les RH par exemple, sur la politique des aidants, mais également tout ce qui est français langue étrangère, voilà. Français langue étrangère, c'est-à-dire à des personnes qui ne savent pas parler français tout simplement. Voilà, alors ou qui parlent français mais qui maîtrisent pas forcément le langage écrit, enfin tout ce qui est dire en écriture, ou qui sont dans un poste et qui ont besoin de remise à niveau, ou des personnes qui sont primo arrivants en réfugiés. Voilà, il y a toute une partie vraiment sur l'ingénierie de formation et vraiment cette thématique, et toute une partie sur accompagner les proches aidants, mais surtout pour formation, pour les RH et les entreprises, mais également pour les aidants eux-mêmes. Et on bosse aussi dans des collectivités, dans des crèches par exemple, dans des centres de loisirs, pour accueillir des enfants en situation de handicap dans de bonnes conditions. Et voilà pour le plus pro de mes activités. Ok. Et juste une petite question sur la partie de théâtre, du coup, c'est quelque chose qui te passionne? Alors, pas forcément au début. En fait, quand j'ai écrit Le Qui aura bonheur, mon premier livre, en fait, au moment où j'écrivais le manuscrit, en parallèle, on créait déjà la pièce de théâtre. Parce qu'il y a quelques années, on avait pu faire du théâtre forum. J'avais vraiment aimé le contexte, le fait de faire des petites scénettes et que le public réagisse. Et je me suis dit, ah là là, le théâtre, c'est quand même un bon moyen de sensibiliser. Donc, quand j'ai écrit le livre, très vite, j'ai été entourée d'une metteuse en scène qui s'appelle Cécile Flao. Et avec elle, on a réécrit, du coup, le livre sous forme théâtrale, en tout cas des parties. Et là, on est en train de retravailler la pièce et elle sera de nouveau jouée. Et en parallèle, il y a quelques années, c'est parce que j'ai découvert le concept des conférences gesticulées que je me suis formée, que j'ai décidé du coup de la jouer sur scène. Mais voilà, au départ, je ne suis pas du tout dans le théâtre. Non, mais c'est bien, je trouve ça vachement bien en fait. Théâtre, tu apprends beaucoup de choses au théâtre finalement. Tu en fais toi-même du théâtre? Non, mais par contre, je vais souvent regarder les pièces de théâtre, tu vois. Et en fait, j'en fais pas facile. Parce que je veux dire, ça va être fou, mais je vais le dire quand même. J'en fais pas sur scène, mais je me dis... dans la vie. Exactement. Ouais, j'en fais dans la vie, parce qu'en fait, je suis une grosse... Je joue beaucoup, souvent. Et grâce à aussi ces compétences-là, je suis là. Parce que des fois, quand c'est compliqué, en fait, t'es obligé de surjouer, t'es obligé de jouer. En fait. C'est pour ça que je me dis que le théâtre, c'est pas mal. Ouais, et on va chuter, hein. On arrive à Charles de Gaulle. Ma question signature, et encore une fois, c'est sur tous les événements de ta vie, c'est aujourd'hui le podcast s'appelle Le Papillon. Le Papillon, c'est, on va dire, je fais un raccourci, synonyme de transformation, pour moi de beauté, parce que tous les papillons en général sont très beaux. Et la question derrière, c'est quel événement, qu'il soit positif, négatif, il n'y a pas de jugement, qui t'a transformé de l'intérieur? Je pense à la naissance de mon fils, Yanis. Je pense que alors j'aurais sûrement une trajectoire peut-être autre, mais le fait qu'il soit arrivé dans ma vie avec
avec son polyhandicap, a vraiment changé ma trajectoire. Parce que ça m'a permis d'arrêter ce boulot d'assistante sociale qui me posait déjà beaucoup de questions et d'embrasser une autre possibilité d'être un papillon et de pouvoir vraiment être un peu plus maître de son destin et d'essayer de trouver des choses qui nous apportent personnellement mais qui peuvent aussi apporter aux autres. Donc, je pense que oui, c'est un événement qui a été marquant parce que, en tout cas, sur un plan personnel, il m'a beaucoup apporté cet événement et la naissance de mon fils. Et sur un plan personnel, professionnel, je me suis vraiment révélée autrement, en tout cas. Bah, tu vois, comme quoi, un événement perso, ça peut aussi finalement nous changer en fait nos perspectives pro, en fait. Et dernière question générale, c'est du coup, qu'est-ce que tu as mis en œuvre grâce à cette transformation-là? Mais ça, je le sais déjà. Je voudrais terminer te laisser la parole avec un message peut-être que tu vas adresser à quelqu'un ou peu importe ce que tu as envie de dire. Tu regardes la caméra et puis je te laisse conclure le message que tu veux, il n'y a pas de jugement. Non, écoutez, on vient de passer un moment là agréable avec Princia. J'ai pas de message particulier à part essayons de prendre soin de nous. Alors c'est vrai que c'est une phrase un petit peu bateau parce qu'on ne sait pas comment on fait pour prendre soin de soi finalement, mais peut-être de faire des choses qui nous font kiffer, plaisir, qui nous apportent un peu de sérénité, de baume au cœur. Essayons d'être émerveillés quand on voit le soleil se lever, d'être ancré dans les petites choses de la vie et de se dire que ces petites choses elles nous forgent et que ça nous permet de faire des grandes choses. Merci, ouais. Merci Princia.